Nous revoilà, mes chers amis, pour notre 11e leçon. N'est-ce pas que ça passe quand même assez vite? Mais au cours de ces 10 dernières leçons, nous avons eu la possibilité de bien approfondir les bases toutes premières, toutes fondamentales, et ces bases de la langue française avec la nature des mots, la fonction des mots et la relation des mots entre eux. Et dans la dernière leçon, vous avez eu l'occasion de comprendre la relation d'un pronom relatif avec son antécédent. C'est sûr que pour quelqu'un qui fait tout juste s'introduire dans notre cours, après 10 leçons d'exposé, c'est évident qu'il y a certains mots qui vont devenir des mots de gros points d'interrogation. Ils vont vous poser des problèmes. Parce qu'on va dire, à chaque fois qu'on va parler de l'antécédent, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça, l'antécédent? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour ça qu'on avait dit au tout début, avisez vos parents, vos amis, vos cousins, vos cousines, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, et puis vos voisins d'en haut, d'en bas, de chaque côté, d'en avant et d'en arrière, pour qu'on puisse prendre le cours au tout début. Et en prenant le cours au tout début, la grammaire expliquée devient une bagatelle. Parce que des élèves de secondaire 1, de 6e année même, sont capables de comprendre ce qu'on explique présentement. Alors, remarquez bien, je n'ai pas dit ce que j'enseigne. Parce que si je l'enseigne, je peux très bien enseigner quelque chose sans trop l'expliquer. Mais si je l'explique, quelqu'un de 6e année est capable de comprendre ça. Un enfant, un jeune homme de 6e ou une demoiselle de 6e année qui a 11 ans est capable de comprendre les sortes de pronoms. Et on n'est pas obligé d'employer l'expression un mot écran. Vous voyez là? Une petite coche là, hein, que je lance là. Genre, je lance une petite flèche. On emploie le mot écran parce qu'on croit que l'enfant, l'étudiant de 6e année, n'est pas capable de comprendre ce que c'est qu'un pronom qui est entre le sujet et le verbe. Je chante, je le chante, ce morceau-là. Ce chant-là, moi, je le chante bien. Je, sujet, pronom personnel, chante le verbe. Le mot « le », qu'est-ce qu'il fait là? Un mot écran. Un mot écran. Pourquoi pas? Pour écran, il fait un écran entre le sujet et le verbe. C'est très clair. Mais quand je dis « je le chante », ce chant-là, moi, le, bien, je sais que le sujet, celui qui fait l'action de chanter, c'est « je », et le, c'est quoi? C'est le chant. Le chant. La chanson, là. La chanson, je la chante. Donc, le mot « la » est un pronom qui remplace le nom « chanson ». Le chant, je le chante. Le est un pronom qui remplace le mot « chant ». C'est tout simplement ça. Je te regarde. Te, qu'est-ce qu'il fait là? Mot écran. Mot écran. Dites donc, pronom personnel. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il complète le verbe. Je te regarde. Qui fait l'action de regarder? C'est je. Alors, qui l'a fait l'action de regarder? Je. Il regarde qui? Te. Je regarde qui? Toi. Te. Toi. C'est la même chose. Te est placé devant le verbe. On dit te à ce moment-là. Si il est après le verbe, on va dire toi. Par exemple, je pense à toi. Je pense à qui? À toi. Et non pas je te pense. Non. Je ne dirais pas je te pense, je dis je pense à toi. Donc le te est entre le sujet et le verbe, mot écran. Mot écran. Des inventions. On a inventé des mots parce qu'on avait l'impression que l'individu n'était pas assez intelligent pour comprendre. Expliquons-le simplement et tout le monde va comprendre ça. Alors, on passe tout de suite à notre leçon de grammaire expliquée
la grammaire expliquée va être vraiment expliquée aujourd'hui, parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est tout ce que j'explique présentement, je l'ai rédigé dans cette grammaire-là. Et je l'ai rédigé en racontant, en expliquant le français, et non pas en énonçant des ensembles de règles. Alors, vous voulez suivre avec nous? Allez simplement, je vous le dis juste pour la journée, allez simplement à la librairie de votre région et allez demander la grammaire expliquée par Marcel Poirier des éditions Beauchemin. Tout simplement. Et vous avez le cahier d'exercice qui va suivre, pas dispendieux du tout, ni l'un ni l'autre, et vous allez pouvoir faire vos exercices parallèles à la grammaire et vous aurez à la fin votre corrigé pour vérifier vos succès et peut-être à l'occasion quelques échecs ou quelques erreurs. Mais qui n'a pas fait d'erreur? C'est la foule de nos erreurs qui nous mène au succès. C'est un peu comme ça. Alors, on y va et on entreprend aujourd'hui ce... Oh, je ne sais pas si je vais vous le dire. Mais il va bien falloir que je vous le dise parce qu'on commence l'émission. Je vais vous dire qu'on va parler aujourd'hui, après les 4 premières notions, de déterminant le nom, l'adjectif qualificatif et le pronom, qu'on met de côté maintenant dans l'explication, et on tombe au point majeur, le verbe. Marcel, c'est ça, moi, que j'ai de la misère. C'est à ça que je ne réussis pas à établir un contrôle. Madame, on va établir un contrôle sur le verbe en comprenant bien, je vais vous expliquer simplement, clairement, toutes les principales notions fondamentales. Et vous allez voir qu'à mesure que les cours vont se succéder, vous allez comprendre, vous allez maîtriser votre matière et vous allez être capable de l'écrire correctement. Et vous tous, que vous soyez des jeunes, des adultes ou des élèves ou des étudiants, peu importe, qui allez au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, ou des analphabets fonctionnels qui suivent le cours, à tous, je vous dis, il faut faire un certain effort. Et ça, moi, ça me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais entendu quelqu'un qui nous avait parlé de ceci. Regardez bien, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? L'individu était, à ce moment-là, dans la rue, et il avait affaire à quelqu'un qui était avec lui. Le type, sans le vouloir, échappe une feuille de papier qui valait 1 $ ou 2 $, en tout cas, mettons-y le 2 $ puisque c'est un 2 que j'ai ici. Il échappe le 2 $ et il rencontre quelqu'un et il dit à l'autre ici, il dit, « Veux-tu me ramasser mon 2 $, s'il te plaît? » Hey, trop paresseux pour se pencher. Il voulait que l'autre le ramasse. Ça, c'est ce qu'on appelle ne pas vouloir faire son effort personnel. Le 2 $, on le ramasse, on se penche, regardez, à l'âge que j'ai, tout plein de vigueur, regardez qu'est-ce que je fais. Je me plie les genoux et j'y vais graduellement et je viens chercher le 2 $. Je n'attends pas que quelqu'un passe et qu'on lui dise « Veux-tu ramasser mon 2 $? Merci beaucoup, je le mets dans ma poche. » Ça, c'est ce qu'on appelle le summum de la paresse. Moi, je me dis, le français, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Non, ce n'est pas toujours facile et ce qu'on va voir aujourd'hui n'est pas toujours très facile. Mais je crois que je vais faire un effort considérable pour que ce soit le plus simple possible et le plus clair possible. Et là, après ça, on se donnera la main et on se dira « Chapeau! Félicitations Marcel! » Puis moi, je vous dirai « Félicitations Louise! Félicitations François! Pierre! Élodie! Jacqueline! » etc. Je vous saluerai tous puis je vous dirai « Chapeau! » devant votre effort que vous avez fourni. Nous y allons, nous commençons, et nous y allons avec ce que nous appelons le verbe.
Le verbe, d'abord, qu'est-ce que c'est que le verbe? Le verbe, c'est un mot. Premièrement, c'est un mot. Un verbe, c'est un mot qui exprime une action ou un état. Et vous allez me dire, comment le verbe exprime une action ou un état? Un verbe est un mot qui exprime une action. Le verbe exprime une action. Règle générale, dans 99 fois sur 100, on va avoir le verbe qui va exprimer une action. Voyez-vous? Il va exprimer une action, ça veut dire quoi? Et ça veut dire ceci, tiens. Je lis la grammaire. J'étudie ma grammaire. Je comprends ma grammaire. Je regarde le paysage. Je lance la balle. Tous ces mots-là, regarder, lire, étudier, comprendre, lancer, ce sont des verbes parce que ce sont des mots qui expriment une action. Si je dis « je lève le banc », je baisse le banc, j'exprime l'action de lever, l'action de baisser. C'est tout simplement ça. Un verbe est un mot qui exprime une action. Dans 99 fois 0.9 des cas, elle exprime une action. Alors l'action, c'est quoi? C'est ce que le verbe, d'après les lettres qui ont été disposées, ce que le verbe exprime, c'est ceci. A, I, M, E, R. C'est évident que si je dis maintenant M, A, I, R, E, je n'exprime pas d'action en disant mère. Non, je n'exprime pas d'action, j'indique la personne qui dirige les destinées d'une localité. Si je dis aimer, quand je dis aimer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une action qui se manifeste à l'intérieur. Il y a quelque chose. Et vous sentez qu'il y a une action qui se produit, hein? L'action d'aimer. J'aime. Alors j'aime et tout tremble. Il y a de l'action peut-être dans les sentiments, dans l'esprit, dans le corps entier. Tout là, tout ça, le verbe aimer, mot qui exprime une action. Et si je dis lire, bien c'est la même chose. La même chose, lire, bien je suis ici et qu'est-ce que je fais? Regardez-moi faire. Je fais l'action de lire quelque chose. Et lire quelque chose, c'est de découvrir les mots qui sont employés et qui expriment une idée. Alors, quand je fais l'action de lire, c'est que le mot lire est un verbe. Alors, tous les mots qui vont exprimer une action, ce sera ce qu'on appellera le verbe. Et le verbe sera un mot qui exprimera l'action, l'action de. Quelle action? L'action de lire, l'action d'écrire, l'action d'effacer, l'action de sauter, l'action de marcher, l'action de reculer, et etc. L'action de sauter, mais oui, l'action de plier, de baisser, etc. L'action de lever, de descendre. Le verbe va exprimer l'action, mais le verbe exprimera également un état. Le verbe va exprimer l'action dans 99,9% des cas et il exprimera l'état dans 0,1% des cas. Vous allez me dire, dis-moi pas, le verbe exprime presque toujours une action, mais pratiquement toujours. Parce que ici, celui qui exprime l'état, c'est le verbe être. Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est normal que le verbe être exprime un état? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action qui se fait. Si je suis ici comme ceci, et vous me regardez, et je dis « je suis fatigué », si je dis « je suis fatigué », je ne fais pas l'action de fatiguer.
je suis dans un état de fatigue. Alors, je suis fatigué. Suis est le verbe être qui exprime un état de fatigue qui est manifesté. Ce qui veut dire que si je dis je suis fatigué, c'est que à plusieurs reprises, j'ai monté l'escalier, j'ai redescendu l'escalier, j'ai remonté, j'ai redescendu, je remonte, je redescends, et là j'arrive et je dis je suis fatigué. Ouf! Je suis fatigué. Je suis dans un état. Il n'y a pas d'action qui se fait quand je suis comme ça. L'action, je l'ai faite en montant, en descendant. Je l'ai faite à plusieurs reprises. Les actions ont un lieu. Je monte l'escalier, je descends l'escalier. L'action en montant, l'action en descendant. Et quand j'ai terminé, je suis fatigué. Je suis dans un état. Je me trouve épuisé. Je me trouve, ça veut dire quoi? Je suis. Alors, les verbes être, et pourquoi j'ai dit point 1? Parce que il y a le verbe être, mais il y a le verbe aussi paraître. Et le verbe paraître, le verbe sembler, devenir, NIR, et etc., paraître, sembler, demeurer, rester, devenir, tous ces verbes-là exprime ce qu'on appelle un état. À certains moments, dans d'autres cas, ça ne sera pas ça. Le verbe devenir, naturellement, il devient sérieux. Quand je dis « il devient sérieux », ça veut dire qu'il est sérieux dans la majorité des cas. Alors, s'il devient, ça veut dire ça, il est sérieux. Alors, c'est le verbe être qui exprime quoi? Qui exprime un état, une situation dans laquelle il est. C'est très important de bien saisir la distinction entre le verbe qui va exprimer l'action et le verbe qui va exprimer l'état. Parce qu'un peu plus loin, ne venez pas me dire, Marcel, moi je ne comprends plus rien. Je vais vous dire à ce moment-là, et qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'expliquais ce que c'était qu'un verbe et comment reconnaître les verbes et les modes et tout ça? C'est qu'à ce moment-là, il y avait une compréhension et non pas une connaissance à acquérir. Il n'est pas question d'acquérir de connaissances, il est question simplement de comprendre qu'un verbe est un mot qui exprime une action dans la majorité des cas et à l'occasion va exprimer un état. Or, si le verbe exprime une action, qui va faire cette action-là? D'après vous autres, là, d'après vous, là, vous m'écoutez, là, puis vous êtes en train de me dire, le verbe exprime l'action. Est-ce que c'est le verbe qui fait l'action? Est-ce qu'un verbe, ça fait une action, ça? Je vais vous demander, moi, si le verbe courir, est-ce que ça fait une action, ça, le verbe courir? Le verbe courir, c'est un mot. Alors, un mot peut-il faire une action? Moi, je n'ai jamais vu le verbe courir partir, puis venir passer devant chez moi. Non, non, je n'ai jamais vu le verbe courir passer sur la rue Soriol, moi, pour venir me saluer en passant « Bonjour Marcel ». Jamais. Le verbe courir est un mot qui exprime une action, mais il y a quelqu'un qui fait l'action. Et ce quelqu'un, regardez-le, il y a un bandeau sur le front, et puis il s'en va, puis il court. Il court, le gars, monsieur, puis il y va, puis il lâche pas, puis il passe devant chez moi, « Bonjour Marcel », et puis il y va. Qui fait l'action de courir? Un sujet. Le sujet, c'est quelqu'un, ça. Le sujet, c'est quelqu'un. Et oui, c'est un peu comme dans un palais. Le palais des rois. Dans le palais, en Angleterre, le roi, la reine se promène dans son grand salon, et puis le Buckingham, et elle aperçoit la vitre qui est sale. Elle dit à son employé, « Passe-moi un linge, je m'en vais aller nettoyer la vitre. » Alors la reine va partir pour aller nettoyer les vitres. Jamais de la vie. La reine va dire à son sujet, à un de ses sujets, « Pourrais-tu nettoyer la vitre qui est sale? » Alors, elle va demander au sujet de faire l'action de nettoyer. Donc, c'est le sujet qui va aller nettoyer la vitre.
et non pas la reine dans son palais. La même chose dans une phrase. Dans une phrase, il y a un verbe, et le verbe, c'est le mot principal, ça. Mais quand le verbe exprime une action, dans 99% des cas, il exprime l'action. Qui l'a fait, cette action? C'est le sujet. Et le sujet qui fait l'action que le verbe exprime, là, par les mots, bien, le sujet sera, lui, à 3 personnes. Et on a vu ça dans les leçons précédentes. Il sera à la première personne, à la deuxième ou à la troisième personne. Et en plus du singulier ou du pluriel. Alors, soit un ou l'autre. Alors, le verbe, vous le reconnaissez parce qu'il exprime une action. Le verbe exprime un état. Si le verbe exprime un état, il y a quelqu'un qui subit l'action. Il subit cette action-là. Si je dis « tu es fatigué tu es fatigué de ton travail exécuté », tu es fatigué. Est fatigué, c'est un état d'être. Et il y a quelqu'un qui subit cet état d'être fatigué, et c'est tu, toi, deuxième personne. Alors, il vous faut toujours bien fonctionner ainsi. Et je pense que là, j'ai suffisamment bien présenté la base du verbe, et avec ça, on est capable maintenant de poursuivre. Et là, on va aller beaucoup plus loin. Si on peut reconnaître maintenant le mot qui est un verbe, par exemple, je dis, moi, en lisant ton texte, est-ce que le mot « lisant » est un verbe? Voyez-vous, il y en a qui disent, ah, quand c'est un verbe, c'est ER, c'est IR, c'est OIR, c'est RE. Mais ANT, est-ce que c'est un verbe, ça? Un enfant, est-ce que c'est un verbe, ça? ANT. Mais non, vous remarquez, ici, ça, c'est un verbe, parce que l'action de lire en lisant, c'est l'action de lire. Tandis que ici, enfant, ANT, ça, c'est une personne, ça. Ça désigne une personne. Donc, si ça désigne une personne, c'est un nom ici, et ici, c'est un verbe, parce qu'il exprime une action. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a fait l'action de lire. On ne l'inscrit pas à la première, deuxième et troisième. Donc, le verbe ici sera un verbe qui ne sera pas conjugué. Et nous allons voir ça dans quelques instants. Le verbe qui sera conjugué ou le verbe qui ne sera pas conjugué. Alors, j'efface maintenant. Le verbe exprime l'action, le verbe exprime l'état, et j'efface tout ça puisque nous poursuivons maintenant en jetant un petit coup d'œil sur ce que nous appelons notre document à la grammaire. Alors, venez ici maintenant un petit instant et jetez un coup d'œil à ce qu'on appelle la grammaire. Le verbe exprime l'action, et on va dire ici, on va donner comme exemple « je tombe ». Et quand je dis « je tombe », le sujet est « je », la personne qui fait l'action. Regardez si c'est simple. Le sujet est « je », la personne qui fait l'action. La chaise tombe. Le sujet est la chaise et la chose qui fait l'action. C'est la chose, c'est la chaise qui a fait l'action de tomber. Dans le premier exemple, le sujet « je » est à la première personne du singulier. Dans le deuxième exemple, le sujet « chaise » est à la troisième personne du singulier. Et ainsi de suite. Ces chansons, je les chante. Et je, qu'est-ce que je fais? Qui fait l'action de chanter les chansons? Le sujet « je ». Le sujet et le verbe seront donc à la première personne du singulier. C'est exactement ce qu'on dit. Il y a le sujet qui fait l'action que le verbe exprime, et le verbe, lui, il exprime l'action. Alors, le sujet qui fait l'action, il faut regarder, es-tu à la première, es-tu à la deuxième, ou tu es à la troisième personne? Es-tu au singulier ou au pluriel? Alors, à ce moment-là, il s'agit simplement de regarder qui a fait l'action. Alors, vous avez tout de suite ce bel exemple-là, à la page 59. Si je m'en vais maintenant à la page 60, je vais rencontrer, juste au bas de la page, un instant, on nous dit la terminaison d'un verbe. Alors, il existe des terminaisons, je vous les montre tout de suite ici. Il existe des modes. Alors, il existe, et je vais me rendre en regardant ceci
pendant quelques instants. Je vais aller me placer au tableau et je vais vous rejoindre. Vous allez venir me rejoindre dans un court instant. Dans un court instant, et on va dire ceci. Le verbe exprime également l'action, mais il y a ce qu'on appelle un mode. Le mode. Et le mode, je l'ai tout juste ici, on a ce que nous appellerons le mode. Qu'est-ce que c'est qu'un mode? Qu'est-ce que c'est qu'un mode? Là, quelqu'un va me dire, moi, je sais ce que c'est que la mode, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un mode. Mais si vous savez ce que c'est que la mode, vous êtes pratiquement sur le chemin de connaître ce que c'est qu'un mode. La mode, c'est quoi? C'est la manière de, etc. La mode dans l'habillement, c'est la manière de s'habiller. La mode dans la peignure, dans la coiffure, c'est la manière de se peigner. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes de modes. Promenez-vous de temps en temps quand vous venez sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Allez vous promener, puis allez voir les diverses modes. Ce sont des modes. Quoi, ça, les modes? La manière de se peigner. Vous en aurez pour votre argent. Vous en aurez pour votre argent parce que vous aurez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parfois dans certaines chevelures. C'est la mode. La mode, la manière de se peigner, et la manière de se vêtir, et la manière de marcher, et la manière de travailler. C'est une mode. Alors, le mode en français, c'est la même chose. C'est la manière de. La manière de. De quoi? De conjuguer le verbe. La manière d'exprimer le verbe. Alors, on aura plusieurs modes. Ça, c'est le mode, et il y aura plusieurs modes. Il y aura ce qu'on appellera le mode conjugué. Mettons-les au pluriel parce qu'ils sont plusieurs. Les modes conjugués et les modes non conjugués. Et ça, c'est précieux, là. Ça, c'est très, très, très important. Ce que nous voyons là, ça, c'est tout ce qui fait que votre français va être simple. Le mode qui est conjugué, tout d'abord, voulez-vous, je vais vous poser la première question. Qu'est-ce que veut dire le mot conjugué? Oups, là, on se trouve avec un problème. La personne va peut-être me répondre, un mode conjugué, qu'est-ce que c'est que c'est? Je chante, tu chantes et tu chantes. Non, je ne vous demande pas de me montrer comment vous conjuguez un verbe. Je vous demande qu'est-ce que c'est qu'un mode qui est conjugué. Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est? Je vais vous demander la réponse, et non pas de me donner un exemple. Un mode qui est conjugué, c'est un mode que l'on peut retrouver à la première personne, la personne qui parle, ou bien à la deuxième personne, la personne à qui on parle, ou encore à la troisième personne, la personne dont on parle. Ça va être une ou l'autre. Ce qui veut dire que si je dis « tu écoutes », est-ce que le mot « écoute » est un mot, un verbe qui est conjugué? C'est le verbe « écouter ». Et si c'est le verbe « écouter », il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Il est conjugué à la deuxième. Est-ce qu'il faut que le verbe « écouter », pour le conjuguer, je dise « j'écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent » ? Pas du tout. Mais je vais voir dans le verbe que je vais retrouver à la première, deuxième et troisième, je viens chercher ici la deuxième personne et je dis « tu écoutes », c'est un verbe qui est conjugué. Donc, un verbe qui est conjugué, c'est un verbe que je vais retrouver soit à l'une ou l'autre des personnes ici. Non pas nécessairement parce qu'il va y avoir un sujet ici. Le sujet qui est ici, « tu », c'est sûr que c'est lui qui fait l'action d'écouter. Alors, s'il est à la deuxième personne, le verbe sera à la deuxième personne. Alors, vous comprenez tout de suite qu'un mode qui est conjugué, c'est un mode que je vais retrouver à la première, deuxième ou troisième personne. C'est ça qu'on appelle un mode qui est conjugué. Pas parce qu'il y a un sujet en avant. Je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous donner l'exemple suivant. Je vais vous dire, par exemple, ceci. Écoute le professeur.
En passant, là, une petite vite, là, une petite vite, là. Regardez donc le mot professeur. Avez-vous remarqué, il y a juste un F? Mais quand on parle et on coupe le mot, on dit « ça, c'est le prof ». Alors, quand on dit « c'est le prof », alors on a tendance à mettre deux F quand on dit « professeur ». Non, 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 non. Éliminez ça. Dites donc simplement « c'est le prof ». Pas « c'est le prof ». Quand vous dites « c'est le prof », et vous insistez, vous êtes porté à mettre deux F. Et je vais vous dire, allez au secondaire, 2, 3, 4 et 5. Et on va avoir encore des élèves en 2, 3, 4 et 5 qui vont faire professeur avec deux F. Allez voir des secrétaires. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi, monsieur. Non, probablement que les secrétaires ne font pas de faute dans ça. Mais je dois vous dire que j'en ai déjà vu. Écoute le professeur. Qui va faire l'action d'écouter? Et c'est qui ça? Il y a quelqu'un qui fait l'action d'écouter. C'est qui ça? C'est sous-entendu toi. Toi qui es sous-entendu. Et ça, c'est le sujet sous-entendu. Alors, s'il est sous-entendu, ça va être un verbe qui va être conjugué. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait l'action d'écouter. Et c'est qui? C'est toi. Donc, on va dire écoute, T-E. Et ça, on va voir ça dans la prochaine leçon avec la conjugaison des verbes à l'indicatif ainsi qu'à l'impératif. Alors, les modes conjugués, on en a 4. Et je vais juste vous les nommer avant d'interrompre pour aller prendre un petit moment de repos. Les modes conjugués, on va aller les placer ici. On va dire le mode indicatif. Le mode conditionnel. Et le mode conditionnel a 2 N. Le mode impératif. Et le dernier, le mode subjonctif. Et après l'intermission, le petit exposé qu'on va faire, on va tout simplement aller voir qu'est-ce que signifient maintenant ces 4-là. Alors, on s'arrête un petit instant, on s'en va prendre un tout petit moment de répit et on va immédiatement regarder et on va aller voir qu'est-ce que c'est que ça voulait dire, ce que je vous avais donné comme expression. S'il y en a qui ont intention d'aller chercher un petit verre d'eau, là, c'est le temps. Faire passer les modes, hein, puis toute la théorie des verbes, là. Alors, c'est le temps, à ce moment-là, de venir et revenir après avoir pris votre bon verre d'eau pour avaler tout ça. Et on dit des fois, l'individu, vous savez, il parle français, mais des fois, quand il va aux États-Unis ou quand il rencontre des Anglais, il parle anglais comme une vache espagnole. Alors, quand on dit « il parle anglais comme une vache espagnole », c'est qu'on a entendu déjà cette expression-là, mais ce n'était pas l'expression « une vache espagnole ». Ce n'était pas ça. Au début, lorsqu'on était en France et en Espagne, il y avait ce qu'on appelle les deux côtés des Pyrénées. Les Pyrénées, ça, c'est ce que ça fait bien mal, ça. Non, 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 non. Les Pyrénées, ce sont des montagnes. D'accord? On peut traverser les montagnes. D'un côté, on a la France, de l'autre côté, on a l'Espagne. Alors, quand on arrive et on a des Basques dans le pays d'Espagne et dans le pays de France, il y a ce qu'on appelle les Basques. B-A-S-Q-U-E-S. Et ça, c'est une catégorie de Français. Une catégorie de Français. Alors, ils ont leur parler bien différent des autres. Alors, les Basques, bien, les Basques français puis les Basques espagnols s'exprimaient, mais il y en avait dans les Basques espagnols, quand ils parlaient, ils avaient beaucoup de difficultés à s'exprimer en français. Les Basques français parlaient très bien, on les comprenait quand même s'ils avaient leur façon de s'exprimer un peu différente des Français parisiens. Mais quand on avait, par exemple, les Basques espagnols qui parlaient français, oh là là! Là, on disait, ils parlent français, ce sont comme des Basques espagnols. Ils parlent français comme un Basque espagnol. Et petit à petit, par paresse dans l'écoute, on en est venu à penser, qu'est-ce qu'il dit là?
il parle français comme une vache espagnole. Et petit à petit, on s'est mis à dire qu'il parle français, non pas comme un basque espagnol, mais comme une vache espagnole. Et on a changé le mot basque en mot vache. Et c'est devenu comme une vache espagnole. Voir si maintenant, moi je n'ai jamais vu une vache espagnole parler français. Vous voyez tout de suite que toutes ces expressions-là, elles ont toutes dévié de la régularité, la vérité, ce que c'était au tout début. Nous parlions de basque espagnol et aujourd'hui, on parle de vache espagnole. Pauvres ruminants qui ont des troubles, ils s'en font mettre sur le dos. Ils ont le dos large, ils ont le dos grand et on en subit les conséquences. Hein? Pauvre elle, pauvre de vache, qu'on dirait. Alors, c'est une autre expression que maintenant, on peut quand même retenir, puisque la vache espagnole, le basque espagnol, la vache espagnole, on est capable maintenant de faire la distinction. C'était un basque espagnol qui parlait français, et la vache espagnole est entrée avec des changements dans l'écoute et dans la prononciation. On a peut-être un peu trop négligé, au lieu de dire basque espagnol. Vous savez, souvent, nous, Québécois, nous, lorsque nous parlons, nous ne prononçons pas toujours. Et quand on déforme des mots, on se retrouve avec des basques pour employer des vaches. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et voilà. On se retrouve maintenant à poursuivre notre explication, puisque dans notre explication, nous avons parlé du mode et nous avons nommé les modes que nous appelons le mode indicatif, le mode conditionnel, le mode impératif et le mode subjonctif. Alors, ces quatre modes-là, les modes conjugués, l'indicatif, conditionnel, impératif et subjonctif au bas de la page. Tout ça, je vous indique également, je vous explique également pourquoi nous l'appelons un mode indicatif. Parce qu'il indique qu'une action s'est faite ou se fera dans un temps passé ou dans un temps futur ou dans un temps présent. Alors, quand on dit « il se fait dans un temps passé », c'est un indicatif passé composé, ou passé ou plus que parfait. Si c'est un futur, on va dire dans un futur simple ou futur antérieur. Alors, toutes ces façons de s'exprimer, indicatif, on indique. Conditionnel, il y a une condition. Il y a une condition. Est-ce que je vais vous donner la même condition que j'avais donnée à mes élèves un jour? J'avais compté, je vais vous compter ça parce que j'avais trouvé ça un petit peu méchant de leur part, mais par contre, on les comprend toujours, les jeunes, on leur pardonne facilement. J'étais un jour en train de donner mon cours de français dans un 3e étage, dans un collège. Et j'expliquais que le verbe pouvait avoir un mode conditionnel. Et j'étais comme ça, sur le bord de la fenêtre. J'avais monté sur la chaise, et j'avais le pied comme ça sur le côté de la fenêtre, et je regardais le bas. 3e étage, 2e étage, 1er étage, le sol. Et à un moment donné, je dis aux élèves ceci. Je leur ai dit, si j'avais un parachute, je sauterais. Je sauterais à condition que j'ai un parachute. Alors, quand j'ai dit, si j'avais un parachute, je sauterais. Et les élèves se sont mis à crier dans la classe, « Envoie Marcel, saute, saute Marcel! » Imaginez-vous si c'était gentil, ça, ces pauvres élèves qui m'auraient perdu dans la brume ou qui m'auraient vu m'écraser au sol. Mais on riait quand même. C'est que je n'ai pas sauté, je n'étais pas assez fou pour ça. Attendez un petit peu, je me suis dit, non, vous ne m'aurez pas, mes amis, vous ne m'aurez pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit,
vous remarquez que je sauterais à une condition si j'avais un parachute. Mais comme je n'ai pas le parachute, je ne saute pas. Alors le conditionnel, c'est un mode, une manière de dire. Mais remarquez tout de suite que quand on emploie le conditionnel, on emploie l'imparfait. L'imparfait avec si. Si j'avais, je sauterais. Si je voulais, je mangerais. Si je courais, je réussirais. Voyez-vous, si je courais à l'imparfait, parce que je ne dirais pas si je courrais, si je pouvais, je courrais 2 airs, le 1000. Comprenez-vous? Le conditionnel, il y a une condition qui est préalable pour que nous puissions employer le conditionnel. Je serais capable de faire ce travail, moi, si on me le permettait. Voyez-vous? Si on me le permettait. Alors, tout ça pour dire que on apprenait autrefois qu'est-ce que c'était l'expression. Si, avec l'imparfait, on obtient des raies, R-A-I-S, quelque chose comme ça. Si, avec l'imparfait, on obtient une raie, un rai, R-A-I-S. Si je voulais, je pourrais, conditionnel. Et quand on arrive avec le subjonctif, lui, il exprime une obligation. Il exprime une obligation, il exprime un sentiment. Il est juste au bas de la page, regardez. Le subjonctif exprime une obligation, un sentiment, une incertitude, un souhait, un désir, etc. Un but, etc. Un but encore. Alors, il faut que je travaille. Voyez-vous? Et c'est une obligation. Il faut que je travaille pour réussir. Et quand je dis « il faut », c'est une obligation, que je travaille, subjonctif. Vous avez le mode subjonctif, vous avez le mode, remontons, impératif. L'impératif, on n'en a pas parlé. D'où vient ce mot impératif? Bien, impératif, c'est le commandement, l'ordre. C'était l'empereur, c'est l'impératrice qui commandait à ses sujets. Alors, l'impératrice, c'est un ordre. Et on va dire, écoute mes explications. Oh là 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 là! Un ordre. Si on dit à l'enfant, va chercher le panier, va chercher un ordre, et ça, c'est un impératif. Si je dis, salue tes amis quand tu les rencontres, salut, mais salut, ce n'est pas salut, S-A-L-U-T, c'est salut, le verbe saluer, salut, L-U-E, et on verra l'impératif dans la prochaine leçon avec tous les accords de l'impératif. Alors, vous voyez tout de suite que les modes conjugués, il y en a 4. Et ces 4 modes, il nous faut les connaître. Alors là, je vous demande, n'oubliez pas les modes de conjugués, indicatif, conditionnel, impératif et subjonctif. Voilà. Si maintenant nous allons aux modes qui ne sont pas conjugués, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais vous montrer celle-là. Les modes qui ne sont pas conjugués. Alors, les modes qui ne sont pas conjugués, il y en a 2. Et les 2, l'infinitif et le participe. Voyez tout de suite qu'il est très, très important de bien comprendre là chacune de ces notions-là. Le mode infinitif. Qu'est-ce que c'est que l'infinitif? C'est un peu le nom du verbe, ça. Le nom du verbe. C'est une forme nominale. C'est par exemple, si je dis, moi, parler anglais n'est pas toujours facile. Si quelqu'un ne l'a pas appris, il va avoir de la difficulté à s'exprimer. Parler, c'est la forme nominale du verbe. C'est l'action de parler. Alors, le parler, L-E-R, c'est la forme nominale. C'est comme si on employait un nom pour dire l'action qui se produit. Alors, l'infinitif,
la forme nominale du verbe et on va les retrouver avec ER, IR, OIR, puis RE. Et là, je m'en vais au tableau pour passer pratiquement le reste du temps au tableau puisqu'il y a des choses extrêmement importantes à dire. Le mode non conjugué, le mode qui est non conjugué sera l'infinitif et le mode participe. Le mode infinitif, ça c'est le nom du verbe, et le mode participe, c'est la participation qu'il y a eu à une action. Et c'est dans ce sens-là, j'élimine celui-ci maintenant pour me donner de la place parce que j'ai quelque chose de très important à dire actuellement. Et c'est peut-être le point majeur qui fait que très souvent, on se retrouve avec des tas de problèmes parce qu'on ne comprend pas le sens des mots que nous utilisons. Et quand on a le sens des mots, le mode infinitif, ça c'est le verbe en ER, le verbe en IR, le verbe qui va se terminer en OIR et le verbe en RE. Le verbe en ER, IR, OIR, RE. 4 terminaisons différentes qui fait que les 4500 verbes-là se retrouvent dans cette catégorie-là des 4 terminaisons. Ça, nous appelons ça des terminaisons. Tandis que si je dis en avant chanter, C-H-A-N-T, ça, ce sera ce que nous appellerons le radical. Et tandis que l'autre ici sera la terminaison. Terminaison, la terminaison du verbe. Quand je me retrouve avec le radical, savez-vous ce que veut dire le radical? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que le patron, il est radical, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit maman, elle est radicale, ça veut dire quand elle t'a dit non, c'est non. Quand elle te dit oui, bien c'est oui. Elle est radicale. Oui, tu vas aller là-bas. Et elle ne change pas d'idée, elle est radicale. Le radical, c'est la partie qui ne change pas dans le verbe. Ah, tiens, je viens d'apprendre un mot, hein? Eh oui, le radical, c'est la partie qui ne change pas. La partie qui va changer, c'est ceci. Ça va changer, ça va prendre toutes sortes de formes. Et quand on va les retrouver comme verbes conjugués, ils vont prendre toutes sortes de formes. Ils vont prendre la forme de E, de ES, de E, de ONS, de EZ, de ENT. Et ça va se terminer comme ça. Ou ça va prendre la forme AIS, etc. Toutes sortes de formes. Ces formes-là s'appellent les terminaisons. Ça, c'est ce que nous allons voir dans notre prochaine leçon. Et c'est pour cela que je vous dis, si vous voulez réussir votre examen de fin de cours à la 40e émission, la leçon de la semaine prochaine, elle va être tellement importante que si vous la manquez, enregistrez-la, prenez-en note, demandez à quelqu'un de s'en occuper, ne la manquez pas, elle va vous aider peut-être dans 50% de votre écrit correct en français. Alors, le mode infinitif, le mode participe, c'est un mode infinitif. C'est le nom de l'action de chanter. L'action de chanter, c'est C-H-A-N-T-E-R. Comme ici, P-A-R-T-I-R. Ça, c'est le verbe partir. L'infinitif, c'est l'action de. Et c'est ça que ça veut dire. Et ainsi de suite pour les autres. L'autre, lui, qui est ici, le mode participe. Qu'est-ce que c'est que le mode participe? Là, je pense que je m'en vais vous demander une petite faveur. Je vais vous demander tout simplement une petite faveur. Permettez que je prenne une petite gorgée d'eau pour que je sois capable de me rendre à la fin de ma leçon. Merci, mademoiselle. Merci, monsieur. Merci bien. Je vous reviens tout de suite. Et voilà, là, j'en ai pour jusqu'à la fin de ma leçon et je reviens immédiatement à ceci. Là, je suis en forme. Le gorgoton est rafraîchi. Alors, j'arrive avec ceci et je vous dis que le mode participe. Qu'est-ce que c'est qu'un mode participe? Participe, on entend parler des fois, le participe
participe présent, le participe passé. Hein? Le participe passé. Ah, ça, par exemple, parle-moi pas de ça, Marcel. Ça, le participe passé, ça devrait même pas exister. Arrêtez-moi ça. Le participe passé, c'est simple, c'est simple. Il s'agit simplement que quelqu'un vous le dise, puis que quelqu'un vous le fasse comprendre. Quoi? Le participe présent, qu'est-ce que veut dire le mot participe? Bien, vous voyez ça des fois dans les journaux, là. Voyez-vous, en bas ici, il y a une petite annonce qui va arriver et qui va dire « participation ». Et qu'est-ce qu'il dit? Participation. Et qu'est-ce que c'est que participation? C'est une participation à une action. Si c'est une participation, est-ce que vous pensez qu'un participe passé ou un participe présent, ce ne serait pas une participation à une action? C'est la même chose. Alors, le mode de participe, c'est la participation à une action. Mais à quel moment que l'action se fait? Dans un temps présent, au moment où l'action a lieu, ou dans un temps passé, lorsque l'action a eu lieu. C'est comme ça. Alors la participation, le participe passé, c'est une participation à une action dans un temps passé. Et tout de suite, je m'en vais vous dire tout simplement ceci, moi. Je vais vous dire que je fais une participation à une action. Je fais la participation à cette action-là, je la fais dans le temps présent, c'est-à-dire en expliquant. Alors, en expliquant, qu'est-ce que je fais? Je vous informe que je participe à l'action de expliquer. C'est ça que je fais. En expliquant le français, je me retrouve très, très à l'aise parce que je sais que vous êtes attentifs. Et quand vous avez l'attention à chacun des mots que j'ai exposés, expliqués, et vous avez à ce moment-là beaucoup de facilité. Je participe à une action dans un temps présent. Si je dis « en chantant ma chanson, j'ai échoué ». En chantant, bien, j'ai échoué dans un temps passé. Alors, dans un temps passé, j'ai échoué, mais en la chantant à ce moment-là, au moment présent, c'est-à-dire au moment où l'action se produisait. Alors, en chantant, c'est un participe présent qui s'est produit dans le moment présent, c'est-à-dire le moment où on a chanté. Alors, ça veut dire que c'est hier. On s'est reporté à hier, puis on revient à hier, puis on dit maintenant, j'ai chanté. Ou, en chantant ma chanson, j'ai échoué. J'ai manqué mon coup. Alors, c'est ça que ça veut dire. Le participe présent, participation à une action. Donc, il faut chanter à ce moment-là. Et si c'est le participe passé, qu'est-ce que c'est que le participe passé? Le participe passé, c'est une participation à une action dans un temps passé. Donc, si je dis maintenant, j'ai félicité ma femme. Je suis revenu à la maison hier. En revenant, j'ai appris la nouvelle et j'ai félicité ma femme. Bon. Si je dis j'ai félicité ma femme, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai participé à l'action de féliciter. Et est-ce que ça a eu lieu dans le temps passé? Oui. Donc, c'est une participation dans un temps passé. Donc, c'est un participe passé. Ce n'est pas le verbe ER. Ça va être le participe passé et accent aigu. J'ai félicité dans un temps passé. N'allez pas prendre l'habitude de dire « Moi, je remplace, moi, Marcel, je prends un truc. » Vous savez l'histoire des trucs que je vous parlais là, à propos de celui-là, où on avait avec nous en avant, on mettait un S, alors que c'est très faux, c'est pas vrai du tout. Alors, ça, ce sont des cahiers quand même qui ont été imprimés et qui sont rendus dans des écoles. Ils sont rendus dans des écoles. Alors, au lieu d'employer des trucs, puis de dire, par exemple, moi, je remplace par vente puis vendu. Bien, remplacez donc vente puis vendu. J'ai félicité ma femme, moi, hier. J'ai vendu ma femme. Et je me fais poursuivre.
j'ai mordu ma femme, Jean d'aller en prison. Alors, on ne prend pas des procédés, des trucs pour comprendre. J'ai félicité ma femme. Est-ce que ça a eu lieu dans un temps passé? Un petit raisonnement. Oui, donc c'est un participe passé. Tout simplement. Si je dis « j'ai mangé ma pomme ce matin », j'ai mangé, est-ce que j'ai participé à l'action de manger? Oui. Si j'ai participé tantôt, j'ai bu de l'eau. Est-ce que j'ai bu, c'est une participation dans un temps passé? Bien oui, on est rendu à ce moment-ci, et c'est tantôt, dans un temps passé, où j'ai fait l'action de boire. Donc, j'ai bu dans un temps passé. Et c'est comme ça qu'on comprend nos verbes. Alors, les verbes, des modes, des personnes, première, deuxième, troisième personne, des temps simples et des temps composés, nous allons avoir l'occasion d'en parler dans toute la prochaine leçon, quoi. Dans la prochaine leçon. Mais vous allez revenir parce que à la prochaine leçon, j'ai l'intention d'entrer dans le vif du sujet du côté des verbes. Et on va rentrer dans le vif du sujet en disant bien que, je vais vous donner une petite phrase qui va dire ceci, un échec, c'est seulement un détour sur le chemin du succès. Mais quand vous dites que vous avez échoué, n'abandonnez pas, reprenez et recommencez. Et c'est un détour dans le chemin du succès. Et on va terminer avec ceci. Le bonheur est contagieux. Soyez donc porteur du microbe. Bonjour.